Pourquoi la Crimée? On s'est souvenu de la Crimée lorsque, en 2014, elle fut brutalement annexée par Poutine, qui n'avait jamais admis qu'elle ait échappé à la Russie, en même temps que l'Ukraine, dans le grand effondrement de l'URSS. Dans la guerre qui fait rage depuis 3 ans, elle est un enjeu de taille. C'est que la péninsule est la sentinelle de la mer Noire, longtemps le seul accès de la Russie aux eaux chaudes, c'est-à-dire jamais gelées et donc navigables toute l'année. C'est pour cela que Catherine II y fit construire un port moderne, à la hauteur de sa puissance, qu'elle inaugura en 1783, Sébastopol. En passant les détroits, le Bosphore et les Dardanelles, ces bateaux accédaient à la Méditerranée. C'est aussi là que, pendant 3 ans, au milieu du XIXe siècle, 1853-1856, se déroulèrent, sur terre et sur mer, les plus violents combats d'un conflit qu'on finit par appeler guerre de Crimée. Tout commença par une obscure querelle de clés d'église et de gardiennage des lieux saints en Palestine. C'est que, depuis 1453 et la chute de Byzance, ce sont les Ottomans qui tiennent les détroits, et jusqu'au delta du Danube, la rive sud de la mer Noire. Le duel au sommet entre Russes et Ottomans a duré 400 ans. La guerre de Crimée, qui éclate en 1853, ne fut à son début que la 10e guerre russo-ottomane. La nouveauté, c'est que, cette fois, les Européens s'en mêlent, donnant au conflit une autre dimension. Puisque l'Orient s'écroule, Lamartine, il s'agit de contrer les ambitions russes aiguisées par l'affaiblissement manifeste d'un empire ottoman que le très arrogant tsar Nicolas Ier n'appelle plus que l'homme malade de l'Europe. Les premiers engagements, en 1853 de fait, sont désastreux pour les Turcs. C'est alors que Napoléon III, frais empereur à la recherche de la gloire militaire, et Palmerston, au nom de la reine Victoria, entrent dans le jeu. Au printemps 1854, mars, ils se portent à la rescousse du sultan, avec l'espoir de maintenir, bien au-delà des lieux saints, leur présence et leur influence dans un empire qui, au Proche-Orient, a encore de beaux restes. Cavour, espérant trouver là un soutien pour la cause de l'unité italienne, envoie 15 000 hommes. Il n'allait encore pas de soi que la Crimée fut l'épicentre du conflit. Mais les offensives alliées en Baltique ou en mer Blanche se heurtèrent vite à la puissance de la défense russe, et les fronts du Danube et du Caucase demeurèrent secondaires. Restait Sébastopol qui, dès octobre 1854, concentra les attaques et résista pendant 11 mois dans un brouillard de sang et de neige qui inspira à Tolstoï, jeune officier de 26 ans, ses sublimes et tragiques récits de Sébastopol. C'est donc en Crimée que se déchaîna la violence des combats. Les pertes furent énormes, 700 000 morts au moins. Les 3/4 moururent de maladie dans des hôpitaux de campagne, où les médecins firent l'apprentissage de la gestion d'une crise sanitaire. Autour de Sébastopol, les populations vivent un autre martyre. La péninsule, majoritairement peuplée de Tatars, turco-mongols installés là depuis la conquête mongole du XIIIe siècle, est déclarée suspecte et livrée aux représailles des Cosaques. Par dizaines de milliers, les réfugiés fuient vers le sud, en attendant les déportations. La Crimée doit être russe et chrétienne. La Russie saura transformer la défaite en sacrifice patriotique. La guerre au loin a passionné les populations. À Paris, Napoléon III savoure sa victoire et émaille sa capitale de souvenirs glorieux. Zouave du pont de l'Alma, fort de Malakoff, boulevard Sébastopol, la République décidera d'en conserver les traces. Mais on a un peu oublié la Crimée. On a tort. Depuis la peste noire, c'est par là, plusieurs fois, que nous sont arrivées de grandes catastrophes.